Ça, c'est un tableau du XVIIe siècle et ça, c'est une pub de yaourt. Et pourtant, c'est exactement la même image. En 1658, un peintre hollandais absolument pas connu vient de peindre une servante en train de verser du lait. 3 siècles plus tard, cette scène devient l'un des visages de marque préférés des Français. Comment est-ce qu'on passe d'un tableau flamand à une pub de yaourt qu'on voit encore aujourd'hui à la télé? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble et je vous préviens, il y a beaucoup plus de sous-entendus dans cette histoire que ce que vous imaginez. Avant de parler pub, il faut qu'on parle du tableau. On est aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, en plein siècle d'or hollandais. Et à cette époque, il y a un genre pictural que les Néerlandais adorent, les scènes de cuisine. On appelle ça les kitchen pieces. Une servante qui prépare un plat, ça n'a l'air de rien, mais c'est en réalité tout un symbole. Celui du travail bien fait, de la vie domestique de cette bourgeoise protestante qui a bossé dur pour avoir sa maison et son statut. Le vrai sujet du tableau, ce n'est pas la servante, c'est le lait. Regardez bien ce filet blanc qui coule du pot vers le bol. Vermeer le peint avec une précision quasi scientifique. La légère torsion du liquide en mouvement, la lumière qui l'illumine, presque comme s'il était phosphorescent. Et tout, absolument tout dans la composition est construit pour que votre œil finisse par converger vers ce lait. Le regard de la servante, la position de ses bras, les lignes de la fenêtre. C'est un piège visuel parfaitement huilé. Autre signature de Vermeer, cette fenêtre, toujours à gauche, qui baigne la scène d'une lumière très particulière. Le peintre s'aidait d'une caméra obscura, l'ancêtre de l'appareil photo, pour reproduire chaque carreau de verre avec une précision folle et jouer avec la perspective pour donner de la profondeur à son tableau. Il pousse même le perfectionnisme jusqu'à peindre un carreau cassé par lequel s'échappe un rayon de lumière un peu plus cru qui vient justement se poser sur le front de la servante. Et maintenant, regardez en bas à droite du tableau. Il y a des carreaux de faïence de Delft et sur l'un des deux, un petit Cupidon en train de bander son arc. Juste devant, au sol, une chaufferette. Un objet que les femmes de l'époque glissaient sous leur jupe pour se réchauffer. Est-ce que Vermeer nous dit à travers ces deux éléments que sa servante, en manipulant ce pain et ce lait si sensuel, est en réalité perdue dans ses pensées un peu coquines? Ou alors est-ce une simple évocation de la chaleur du foyer? D'ailleurs, une radiographie faite en septembre 2022 a révélé un détail fascinant. Derrière la chaufferette, Vermeer avait peint à l'origine un papier rempli de braise utilisé pour sécher le linge des nouveau-nés. Bref, à vous de choisir votre interprétation. Ce jeu avec la fenêtre, ce n'est pas un hasard, c'est une vraie signature. Chez Vermeer, c'est presque toujours pareil. Une scène d'intérieur, une seule source de lumière, la fenêtre, des personnages, souvent des femmes absorbées par des tâches calmes. Lire une lettre, peser de l'or, jouer du luth, verser du lait. La fenêtre, c'est le pont vers l'extérieur, mais sans jamais briser le calme sacré de l'intérieur. Il y a un détail chez Vermeer, c'est qu'on ne voit jamais ce qu'il y a derrière la fenêtre. Pas de paysage, pas de rue, cette fenêtre, elle est là que pour une chose, laisser entrer la lumière et pas laisser fuir le regard. Johan Vermeer, c'est l'une des figures majeures du siècle hollandais. Sa vie, elle reste entourée de mystères, il est d'ailleurs assez lent dans ses peintures, contrairement à Rembrandt par exemple. Il peint lentement, méticuleusement et il passe d'ailleurs toute sa vie à Delft. De son vivant, il a une bonne réputation locale. Il a même été 2 fois syndic de la guilde de Saint-Luc, mais il reste quasiment inconnu en dehors de sa ville. Et à sa mort, à seulement 43 ans, criblé de dettes et avec 11 enfants à nourrir, il tombe presque quasiment dans l'oubli. Il faudra attendre donc le 19e siècle pour que le critique d'art Théophile Thoré-Burger pour qu'on le redécouvre. Et celui-ci le surnommera même le Sphinx de Delft, tant les documents sur sa vie sont rares. Ces sujets, c'est presque jamais de scènes historiques ou religieuses, ce sont toujours le quotidien, l'intime et la lumière. Alors, érotique ou pas ce tableau? C'est la question qui revient sans arrêt quand on parle de ce tableau et j'ai voulu creuser en regardant 2 analyses différentes. D'un côté, une analyse pointe plusieurs indices troublants. Un intérieur assez humble avec un carreau cassé et des moisissures sur le mur. Ce Cupidon planqué en bas à droite et même un pèlerin dessiné qu'on interprète parfois comme le mari, parti au loin gagner sa vie. Pendant ce temps, la femme s'ennuie chez elle et peut-être que Cupidon s'apprête justement à décocher une flèche. Certains vont même plus loin en interprétant la chaufferette comme un objet servant à sécher du linge intime. On est en Hollande, un pays plutôt austère à l'époque, alors discours caché ou pas. De l'autre côté, on a une lecture plus sociale et politique. Ce tableau est avant tout une peinture de genre, un art où Vermeer excelle. À l'époque, la classe moyenne néerlandaise plutôt riche s'achète des
tableaux pour affirmer son statut. Le fait notable, c'est que Vermeer peint aussi le peuple, pas seulement les bourgeois. Politiquement, c'est une période où l'Europe est dominée par des pouvoirs absolus. Pensez à Louis XIV, alors que les Pays-Bas, eux, luttent pour la République. Dans son contexte, la laitière devient presque un symbole de modernité. Et cette lumière si particulière donne à la scène une beauté tranquille. Vermeer sublime le quotidien, capture un calme presque volé dans un moment d'intimité pure. Bon, maintenant qu'on connaît le tableau presque sur le bout des doigts, revenons à notre crème dessert. La marque laitière, elle naît en 1973 et elle est aujourd'hui pilotée par Lactalis Nestlé Produits Frais. C'est une référence incontournable de l'ultra frais en France, régulièrement classée parmi les marques préférées des Français. Et son secret, c'est un positionnement hyper malin, mélanger tradition, art pictural et gourmandise haut de gamme. D'ailleurs, cette stratégie, elle fonctionne toujours hyper bien puisqu'un article paru en mars 2026 par CB News le dit. La laitière s'impose une nouvelle fois en tête du classement de l'Observatoire des marques préférées réalisé avec l'Opinionway, avec une progression de 6 places par rapport à l'année précédente. Déjà numéro 1 en 2017 et en 2023, la marque confirme sa place unique à la croisée de la gourmandise, de la qualité perçue et de la référence à un patrimoine évocateur. Elle devance Saint-Michel et même Samsung. Frédéric Michaud, directeur général d'Opinionway, l'explique très bien. Dans un monde marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques, les marques alimentaires incarnent des repères familiers, des moments de partage, et le retour en force des marques gourmandes dans le classement, c'est un peu le signe d'une recherche de réconfort. Autrement dit, plus le monde est anxiogène, plus on a envie de retourner chez la laitière. On va passer maintenant les pubs au crible. On commence avec cette pub qui s'appelle Le Duel, parue en 2012. Monsieur. Honnêtement, la scène d'ouverture ressemble déjà à un tableau à elle toute seule. On voit des hommes alignés dans un paysage hivernal, tout blanc, et une ambiance qui est loin d'être joyeuse. Deux hommes s'affrontent en duel et on pourrait presque croire que le personnage au centre, c'est Napoléon. L'un des deux adversaires est terriblement terrifié. Mais la morale de l'histoire, la voilà. Les deux hommes sont distraits par l'odeur de ce que la laitière est en train de cuisiner et abandonnent purement et simplement leur combat. Impossible pour eux de résister, on retrouve ici un ressort archi-mythologique des hommes incapables de résister au pouvoir de la femme qui cuisine. Pendant que eux font une activité très viriliste, la femme cuisine. C'est très cliché, on va se le dire. La laitière, elle est filmée ici dans une cuisine à l'éclairage presque irréel, puisqu'on la présente littéralement comme une sorte de déesse illuminée. Regardez, il n'y a pas de lumière vraiment entrante et pourtant on la voit vraiment très bien. Autour d'elle, seulement des louches et elle verse son lait, un symbole qu'on ne présente plus. Morale de l'histoire, l'homme se retrouve tout seul dans son combat pendant que les hommes sont complètement drogués à la laitière. La seconde pub, elle est parue en 2021 avec un changement total d'ambiance. Du bon lait français, la laitière nous invite à prendre le temps de déguster ses petits pots de crème. Ici, on s'ouvre sur un extérieur festif dans un village d'époque très coloré. Des hommes jouent de la trompette, un symbole de force et de royauté. Première apparition de la laitière, elle sourit, elle regarde loin et contrairement au tableau de Vermeer, elle a ici une immense table, symbole de richesse et de gourmandise qui crée même une continuité visuelle avec la fête à l'extérieur. Son visage est tourné vers la gauche, ça montre bien qu'elle observe ce qui se passe dehors. Deux paniers d'œufs, un à gauche, un à droite, la lumière naturelle qui accroche le lait, un fond rempli de casseroles, tout est là pour ancrer la scène dans la tradition tout en la modernisant. Puis viennent les plans de la recette. Le leader du groupe de trompettistes en rouge s'arrête et tourne la tête vers elle. Et sur un arrêt sur image, on a vraiment l'impression qu'il s'arrête pour la regarder elle. Flou au premier plan, le chocolat qui fond à l'écran, c'est peut-être une métaphore. Et si c'était elle qui, en réalité, était en train de fondre. C'est crémeux, c'est intense, on est clairement dans le registre du food porn. Là, elle lui fait goûter. C'est un moment clé parce que c'est là que la publicité se différencie vraiment du tableau original.
Contrairement à la servante de Vermeer, enfermée dans son intérieur, cette laitière-là, elle entre en contact avec l'extérieur, elle échange avec les autres. La mousse au chocolat devient un véritable pont entre sa condition de femme d'intérieur et la fête qui se déroule dehors. Une idée de générosité, de partage, de lien créé par la gastronomie. Il y a même une vraie tension entre les deux personnages. Elle porte la main près de sa poitrine tandis que lui porte sa main sur sa trompette. En arrière-plan, on a une porte grande ouverte, comme si c'était une véritable invitation. Il y a un vrai effet boule de neige dans la publicité. On voit alors le produit, il goûte, et là, son visage, lui, change complètement. Il y a un vrai avant et un vrai après. Puis, la laissière a disparu. Il se retourne vers la porte, restée ouverte, et tout le panier d'œufs a disparu aussi. Sous-entendu, il y a énormément d'œufs dans cette mousse au chocolat. Même sa trompette a disparu. Grâce à cette porte ouverte, la litière s'est littéralement échappée. Elle a pris sa place, celle de l'homme, et elle devient elle-même actrice du spectacle. Elle sort de sa condition de mère de famille, de femme à la cuisine, pour devenir une femme épanouie. Lui, de son côté, il s'est fait piéger. La mousse au chocolat, ici, elle évoque presque une référence biblique ou mythologique, un messie puissant qui vous fait perdre tous vos moyens. Il est comme sous emprise, il sait qu'on lui a tout volé, que la fête bat son plein dehors, mais il préfère rester à l'intérieur et manger. La troisième pub, c'est si bon de prendre son temps, qui est paru en 2022. Du bon lait, la laitière nous invite à prendre le temps de déguster ces nouveaux yaourts framboise intenses. C'est une nouvelle référence culturelle parce qu'ici, un homme peint, cet homme c'est très probablement Claude Monet. On mélange donc ici deux imaginaires artistiques différents. Elle regarde le peintre, puis elle retourne dans sa cuisine, exactement la même que dans la pub de 2021. Sauf qu'à la place des œufs, ce sont maintenant des framboises. Même mécanique que la pub précédente, une fois que l'homme est entré chez elle pour goûter son plat, elle s'en va et prend sa place à lui. La dernière publicité, c'est Secret de mousse, paru en 2023, et ici, il y a une vraie évolution. Pour la toute première fois, le premier plan, c'est une porte qui s'ouvre. Effectivement, c'est du jamais vu dans les publicités précédentes, puisque dans les publicités précédentes, à chaque fois, la porte était déjà ouverte. Comme si les hommes pouvaient rentrer chez la femme sans son autorisation. Ici, il y a vraiment la notion de consentement dès le premier plan. La cuisine, elle a beaucoup évolué. Elle est nettement plus moderne, avec les mêmes accessoires, mais réorganisée différemment. Le symbole du lait qui se verse, ici, il reste bien présent, mais cette fois, on voit la préparation de la recette en un seul morceau, puisque avant, on avait une alternance entre le scénario et la suite du storytelling, ce qui rendait les publicités vraiment food porn et très sensuelles. Alors ici, le visuel, il reste quand même très food porn, puisque on garde toujours cette idée de confidence, d'enfermement et du secret hérité de Vermeer. Mais là, plot twist, comme par hasard, ce n'est plus un homme qui goûte la mousse, c'est une femme. Donc ça montre qu'il y a un vrai changement dans le paradigme et comment est-ce qu'on perçoit désormais la femme et l'homme. Et ce dont je voulais vous parler, qui est très intéressant, c'est la parodie du Palmacho qui a été réalisée avec, entre autres, Florence Foresti. Donc la pub qui les a inspirés, c'est le duel de 2012. La première pub qui, rappelons-le, était extrêmement sexiste. Justement, c'est la pub la plus cliché de toutes, des hommes hyper virils qui se battent pendant qu'une femme cuisine. Et bien dans la parodie, des hommes, eux, ils gardent quasiment leurs conditions d'origine. Dans la pub originale, il y avait un homme qui avait peur, là les deux ont peur, mais ce qui change, c'est vraiment la posture de la femme qui est incarnée par Florence Foresti. Déjà, elle va sursauter quand les hommes vont débarquer. J'en ai foutu partout, là. Une façon de normaliser que, en fait, des inconnus n'ont pas à s'introduire comme ça chez toi. Elle salit la table en cuisinant pour donc casser cette image de la femme parfaite qui ne se salit jamais et qui ne salit jamais son plan de travail quand elle cuisine. Et c'est un détail qu'on ne voit quasiment jamais dans les vraies pubs. Les hommes lui disent « Ça sent bon de là-bas hein. !» Et elle leur répond « Vous voulez me piquer mes crèmes ?» Parce qu'en plus de s'introduire chez elle dans la vraie pub, ils lui prennent ce qu'elle a sans lui demander. Bah oui, comme d'hab. Ouais. Vous savez pas faire vos crèmes tout seul? Vous avez des œufs? Oui. Vous avez des vaches? Oui. Bah vous savez faire les crèmes. La parodie, elle se termine en beauté puisqu'elle leur jette les crèmes au visage, sa recette étant ratée par leur faute. Et la toute dernière punchline vient confirmer ce qu'on soupçonnait depuis le début. Par contre, le cul de la crémière, ça marche toujours, hein? Je suis preneuse! Ça sous-entend en fait qu'effectivement, dans le tableau de Vermeer et dans les publicités pour la laitière, il y a
clairement des allusions sexuelles. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a un tableau du XVIIe siècle peint par un homme presque oublié de son vivant, qui devient 50 ans plus tard le visage d'une marque de yaourt. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les personnages ont évolué. De la servante figée de Vermeer, enfermée dans son intérieur et de son silence, à une femme qui, pub après pub, qui va d'abord séduire, puis va se libérer des injonctions qu'on lui a données. Et elle finit même par prendre la place de l'homme. Et sous tout ça, il y a un fil rouge qu'on ne peut pas ignorer. Une lecture sexuelle et symbolique qui traverse absolument toutes ces images, suggérées discrètement par Vermeer. C'est totalement assumé d'ailleurs dans la parodie du Palmachot. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces publicités, la laitière, elle vient s'affranchir de codes du tableau. Tout d'abord, déjà le code de la vie au quotidien, puisque c'est ce que Vermeer voulait mettre en avant. Donc en fait, ici, la laitière, c'est la marque de tous les Français. Mais il y a un côté vraiment très fait maison, fait artisanal, fait dans la cuisine. Et également un peu un côté très vieille France. Mais comme la marque, elle a évolué au fil des années et au fil de la société, ça ne m'étonne pas en fait que ça devienne la première marque, puisqu'ils montrent qu'ils ne restent pas dans quelque chose de très figé et qu'ils font évoluer leur scénario au fil des années en fonction de ce que la société veut. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et abonnez-vous si ce genre de format vous intéresse.